Dans cette vidéo, je vais vous parler des enzymes. Les enzymes sont responsables d'organiser les voies métaboliques. Maintenant, quelle voie métabolique dont je parle? Ce serait par exemple, ce serait la respiration cellulaire. On va voir plus en détail à la prochaine unité comment est-ce que les enzymes sont utilisées dans les étapes de la respiration cellulaire pour qu'elles puissent se produire. Elles vont aussi être responsables de la dégradation des nutriments. Donc, rappelez-vous, je vous avais parlé de l'amylase, puis ça va être un exemple qui va venir prochainement. Mais l'amylase, c'est une enzyme que l'on retrouve dans ta salive et son rôle, c'est d'être capable de commencer la digestion d'un polysaccharide qui est l'amidon. Et ça le digère pour donner du maltose. Mais c'est aussi les enzymes sont aussi responsables de faire la synthèse de nouvelles molécules. Donc, c'est grâce à l'ADN polymérase que l'on est capable de faire une duplication de l'ADN avant la mitose ou la méose. C'est grâce à l'ARN polymérase qu'on est capable de faire de l'ARN. Et donc, les enzymes ont un rôle quand même très vaste, mais de façon générale, c'est de faire en sorte que certaines réactions qui ne se feraient normalement pas spontanément dans le corps puissent se faire, mais se faire rapidement et aussi très spécifiquement en réponse à un besoin. Donc, si on regarde le nom enzyme, si on regarde les enzymes, ils ont souvent une terminaison en ase. Donc, l'ADN polymérase, l'ARN polymérase, l'amylase. Donc, beaucoup des enzymes vont être identifiés dans leur nom par le suffixe ase que l'on met à la fin. Par contre, pas toutes les enzymes ont cette terminaison ase, comme par exemple la pepsine, il y a une terminaison in, mais c'est quand même une enzyme. C'est une enzyme que l'on retrouve à l'intérieur de tes sucs gastriques, donc à l'intérieur de ton estomac, qui a aussi donc un rôle dans la digestion puis la dégradation des molécules. Maintenant, les enzymes sont des protéines qui ont quand même une certaine spécificité, puis certaines propriétés particulières. Donc ça, c'est les 3 propriétés distinctes des enzymes et qui, dans le fond, les différencient des autres protéines et qui fait en sorte que ça leur donne leur fonction. Premièrement, les enzymes ont un pouvoir catalyseur. Un catalyseur, c'est dans le fond une substance qui accélère la vitesse de réaction. Donc, les catalyseurs, eux, leur rôle, c'est d'accélérer la vitesse des réactions. Maintenant, si on n'était pas dans un contexte biologique, certaines réactions se font spontanément, mais elles se font très, 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 très lentement. Et on peut augmenter la vitesse de la réaction en manipulant, par exemple, les concentrations ou en manipulant la température. Plus les concentrations des réactifs sont élevées, plus la réaction va aller vite, plus que la température est élevée, plus que les molécules ont de l'énergie cinétique et donc plus qu'elles vont réagir rapidement. Mais au niveau biologique, tu ne peux pas faire ces manipulations. Et les enzymes sont donc essentielles pour que des réactions se fassent très, très rapidement, parce que le temps est important. Plus que ça se fait rapidement, plus que ça va assurer la survie de l'organisme. Et donc, ça va pouvoir le faire sans manipuler les facteurs externes, donc juste par sa propre présence et sa propre utilisation dans la réaction biochimique, ça va faire en sorte que la réaction va augmenter. On va discuter un petit peu plus tard de pourquoi ça accélère la vitesse des réactions, mais pas tout de suite. L'autre spécificité ou l'autre propriété qui est unique aux enzymes, c'est leur spécificité. Donc, ce n'est pas juste une simple spécificité, ils ont une double spécificité. Ils sont spécifiques pour reconnaître la molécule avec laquelle il va avoir une interaction. C'est-à-dire qu'il va avoir une spécificité pour le substrat. Donc, des molécules avec lesquelles il y a des interactions en biologie, on va appeler ça un substrat. Donc, ils sont spécifiques au substrat qu'il reconnaît. Mais ils vont aussi avoir une deuxième spécificité qui va être le type de réaction que ça va catalyser. Maintenant, le verbe catalyser veut juste dire que ça va participer à la réaction pour accélérer la réaction. Et donc, ça va être spécifique au type de réaction. Je vais donner un exemple de cela un petit peu plus tard. L'autre propriété importante que les enzymes ont, c'est qu'ils permettent la régulation de certains processus. Donc, on va parler de cette régulation un petit peu plus tard, mais ça fait en sorte que l'enzyme ne va pas toujours être aussi efficace dans certaines situations parce qu'elle peut être aussi freinée. Donc, elle peut être bloquée et faire en sorte qu'elle n'est pas utilisée.
Et ça a quand même une certaine importance parce que l'enzyme n'a pas de cerveau, elle ne peut pas savoir quand elle a besoin d'être utilisée pour faire une réaction biochimique. Et donc, le corps a besoin de faire en sorte que ça peut activer l'enzyme ou désactiver l'enzyme, dépendant du besoin. Parce que si tu n'as pas besoin que l'enzyme catalyse une réaction, mais qu'elle le fait quand même, ça va être une perte d'énergie qui n'est pas utile. Ça va être discuté bientôt. Maintenant, les enzymes vont avoir une forme tridimensionnelle, parce que c'est une protéine, ça a une structure tertiaire ou quaternaire, qui va permettre de faire en sorte que cette enzyme puisse fonctionner. Donc, certains enzymes, juste à cause de sa structure tertiaire ou quaternaire, ont exactement ce qu'il faut. Par contre, certaines enzymes ont besoin d'interagir avec une autre molécule qui n'est pas une protéine pour être capable d'obtenir la bonne structure tertiaire ou quaternaire pour pouvoir accomplir sa fonction. C'est-à-dire qu'un coenzyme, c'est une substance qui n'est pas une protéine, donc pas une protéine. Je vais peut-être mettre ça ici parce que c'est important. Pas une protéine, mais une autre molécule, comme par exemple certaines vitamines ou des dérivés de vitamines qui ne sont pas des protéines peuvent être des coenzymes. Donc, pas toutes les vitamines sont des coenzymes. Mais ce que ces coenzymes font, c'est qu'ils vont se lier par des liaisons covalentes parfois, mais des fois, ça peut être par des forces intermoléculaires. Ça va se lier à une région de l'enzyme qui n'est pas sa région qui est importante pour sa fonction, c'est une autre région. Mais en se liant sur cette région-là, ça modifie les interactions entre les acides aminés de la protéine et ça fait en sorte que la protéine change légèrement sa structure tertiaire ou quaternaire, et ce qui fait en sorte que à partir de ce moment-là, l'enzyme a une bonne région, donc un bon site actif pour reconnaître son substrat. Donc, voici un exemple. Donc, ici, tu as une apoenzyme. Donc, dans le fond, une apoenzyme, c'est une enzyme qui nécessite un coenzyme pour pouvoir accomplir sa fonction. C'est-à-dire que sans le coenzyme, l'apoenzyme a une structure tertiaire, donc une structure tridimensionnelle, qui n'est pas fonctionnelle, qui ne peut pas reconnaître son substrat. Donc, si on regarde le substrat, puis on fait une schématisation du substrat en regardant sa forme, comme on a vu avant, c'est pas vraiment la forme qui est importante, c'est les propriétés des atomes de ton substrat ou des groupements fonctionnels. Est-ce qu'il y a des propriétés polaires, non polaires, ioniques, chargées positivement ou négativement? Mais si on compare les deux juste à l'aide du schéma, on voit que le substrat ne peut pas être reconnu par l'apoenzyme. Par contre, si l'apoenzyme interagit avec un coenzyme, ça crée ce qu'on appelle un holoenzyme. Puis l'holoenzyme, c'est la combinaison de l'apoenzyme avec le coenzyme, qui fait en sorte que maintenant, l'enzyme a un site de reconnaissance du substrat qui correspond et qui est complémentaire au substrat, ce qui permet au substrat de se lier. Donc, j'aimerais quand même réitérer que pas tous les enzymes ont besoin d'un coenzyme pour avoir la bonne structure tertiaire ou quaternaire pour reconnaître son substrat. Juste certaines d'entre elles. Puis dans le fond, ça, c'est une façon de réguler aussi le fonctionnement de l'enzyme. C'est-à-dire la cellule peut réguler la quantité de coenzymes présentes et dépendant du besoin de la réaction catalysée par l'holoenzyme, si on n'a pas besoin que la réaction se fasse, on peut limiter la présence de coenzymes, ce qui veut dire que tu as moins de l'enzyme fonctionnelle et donc tu as moins la réaction qui se produit. Donc ça, c'est une des façons qu'on peut réguler la réaction enzymatique. Maintenant, lorsqu'on a des enzymes, on va avoir des réactions qui vont être catalysées par ces enzymes. Donc, c'est quoi le rôle de l'enzyme? C'est de catalyser des réactions grâce à son activité catalytique. Donc, on dit qu'une enzyme a une activité catalytique, c'est que l'enzyme, la protéine, a la capacité de faire que des réactions biochimiques très spécifiques à cette enzyme puissent se faire et très rapidement. Maintenant, comment est-ce qu'un enzyme accélère la vitesse d'une réaction? Comme je l'ai dit, c'est pas en augmentant la température, c'est pas en augmentant le nombre de réactifs qu'il y a de disponibles,
ça va avoir un lien avec ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc, si je vous montre un diagramme d'énergie d'une réaction en général, donc ici c'est une réaction de la respiration cellulaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois qu'il y a du glucose plus de l'oxygène qui donne du CO2 et de l'eau. Donc, cette réaction-ci est une réaction qui est exothermique. Exothermique veut dire que ça libère de l'énergie. Donc ici, on voit que tu as de l'énergie qui est libérée lors de cette réaction. Et ça fait en sorte que la réaction, ça c'est mon symbole pour réaction, est exothermique. Si on regarde l'étymologie du mot, exo veut dire extérieur et thermique pour chaleur. C'est-à-dire que c'est une réaction qui relâche de la chaleur à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? À l'extérieur du système dans lequel la réaction se fait. Mais alors, comment ça fait ça? Si on regarde le diagramme d'énergie, on voit que les réactifs sont plus énergétiques que les produits. Et d'après une loi de thermodynamique qui est la loi de conservation d'énergie, l'énergie ne peut pas juste disparaître. C'est-à-dire que l'énergie qui sort des réactifs et qui n'est pas retrouvée dans les produits doit être libérée dans son environnement. Ça va faire en sorte que la réaction de la respiration cellulaire relâche de l'énergie qu'ensuite on utilise pour faire de l'ATP, pour ensuite donner de l'énergie aux cellules. Donc, ça, c'est un processus une explication, je vais aller plus en détail dans la prochaine unité. Ce qui est important à remarquer ici, c'est que pour qu'une réaction puisse se faire, n'importe quelle réaction, tu as besoin de fournir une certaine quantité d'énergie qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc ça, c'est l'énergie d'activation. C'est un petit peu comme une montagne russe. Okay? Si tu es sur le wagon ici, ils vont te tirer en haut de la montagne. Ça, c'est l'énergie pour initier la réaction. Mais dès que tu arrives en haut, il n'y a plus d'énergie nécessaire pour que la réaction puisse se produire. Le wagon descend de façon spontanée et très rapidement. Et donc, toutes les réactions ont besoin d'une certaine quantité d'énergie d'activation pour que la réaction puisse se déclencher. Mais si on regarde, sans enzyme, ça prend beaucoup d'énergie d'activation pour faire qu'une réaction puisse se produire. Tandis que si tu utilises une enzyme, l'enzyme va diminuer l'énergie minimum nécessaire pour que la réaction puisse se produire. L'analogie que j'aime faire avec ça, c'est un petit peu comme à Calypso. Vous avez probablement déjà vu les structures de jeu où tu as un seau qui est sur un support puis qui n'est pas vraiment très stable. Donc, tu as ton seau, puis tu as un tube qui relâche de l'eau. Donc, il y a de l'eau qui rentre. Puis le seau se remplit. Puis éventuellement, dès qu'il se remplit assez, le seau penche vers l'avant, ce qui vide le contenu. Mais imagine que ça, c'est l'énergie d'activation. Donc, pour que le seau se déverse, tu as besoin d'un minimum minimum d'eau qui rentre dans le seau. Donc, ça serait le minimum d'énergie que tu as besoin. Dès qu'on a dépassé le minimum d'énergie, le seau se vide, la réaction se fait. Donc, quand tu utilises une enzyme, c'est comme si tu prenais ça c'est une analogie, n'oubliez pas que ce n'est pas la réalité. C'est comme si tu mettais du ciment dans le fond ou tu mettais quelque chose dans le fond qui faisait que tu avais déjà un volume qui était déjà occupé. Puis ça fait en sorte que tu as besoin d'un petit peu moins d'eau pour que le seau se déverse. Et donc, ça se fait plus rapidement. Parce que si tu dois attendre que tout le seau se remplit, tu vas attendre 5 minutes. Mais si tu as besoin de juste remplir la moitié du seau pour qu'il se déverse, tu vas attendre 2 minutes et demie. Donc, si tu attends 2 minutes et demie pour chaque fois que le seau se déverse, plutôt que 5, la vitesse de déversement va augmenter. Puis, donc, si je reviens à mon analogie, ici, si je dois mettre moins d'énergie pour atteindre l'énergie minimum pour que la réaction se produise, elle va pouvoir se faire plus fréquemment. Donc, ça augmente la vitesse de la réaction. Et donc, ça, c'est l'action de l'enzyme. Elle agit comme un catalyseur parce que tous les catalyseurs, eux, agissent en baissant le niveau d'énergie d'activation, qui est l'énergie minimum pour que la réaction puisse se produire. Donc, énergie minimum pour que la réaction se produise. Et donc, en baissant l'énergie minimum requise, ça fait que ça se produit beaucoup plus rapidement. Maintenant, l'enzyme n'est pas transformée.
comme n'importe quel autre catalyseur. Un catalyseur n'est jamais transformé lors de la réaction. Il va juste favoriser, dans le fond, que la réaction se fasse rapidement en baissant l'énergie d'activation. Ça veut dire qu'il ne devrait pas être transformé, ce qui veut dire qu'il peut être réutilisé autant de fois qu'il est disponible dans le corps. Maintenant, comment est-ce qu'une enzyme peut avoir une reconnaissance très spécifique à son substrat? Donc, et comment elle peut juste faire certaines réactions spécifiques qui vont donner certains produits spécifiques? C'est quelque chose que j'avais déjà mentionné quand j'avais parlé des protéines, mais c'est parce que l'enzyme est capable de reconnaître la molécule. Maintenant, n'oubliez pas que quand on dit reconnaître la molécule, il ne faut pas oublier que c'est une enzyme et donc ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas d'yeux, ça n'a pas la capacité physique de reconnaître quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la reconnaissance se fait par des forces intermoléculaires. Comme par exemple, on sait que ça peut être la reconnaissance basée sur des liaisons hydrogènes ou des forces de dispersion de London ou des forces dipôle-dipôle. Ça peut être aussi une reconnaissance basée sur les charges. Donc, positif attire négatif. On a aussi l'effet hydrophobe. Ça veut dire que c'est grâce à ces interactions entre une région de l'enzyme, qu'on appelle le site actif, qui a certains acides aminés dans cette région-là qui ont certaines propriétés. Donc, soit que ces acides aminés sont polaires, non chargés, peuvent faire des liaisons hydrogènes, soit qu'ils sont chargés positivement ou négativement, ou qui sont non polaires et donc peuvent être attirés par l'effet hydrophobe à un autre groupement fonctionnel non polaire. Cette reconnaissance va se faire parce que ces acides aminés ont certaines propriétés dans le site actif qui fait en sorte que ça peut attirer les bons groupements fonctionnels puis les bons atomes de la molécule que c'est supposé de reconnaître exactement dans le bon endroit et dans la bonne région. Puis c'est ça qui donne cette complémentarité qui fait qu'il y a une certaine reconnaissance. On le représente souvent à l'aide d'un schéma. Maintenant, je vous rappelle ici, c'est un schéma parce que ça ne montre pas les forces intermoléculaires qui sont impliquées, puis les propriétés des différents acides aminés, puis les différents groupements fonctionnels. Mais c'est quand même une analogie qui peut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'enzyme catalyse la réaction A plus B donne AB. Donc, ça favorise la formation de la liaison entre A et B. Mais alors, comment ça va faire ça? Bien, disons que, puis là, je vais essayer de simplifier ça un petit peu. Ici, que tu as une charge négative. Ici, tu aurais, peut-être je vais utiliser une couleur qui est plus visible. Ici, tu aurais une charge négative. Ici, tu aurais une charge positive. Ici, ce serait non polaire. Ici, ça serait polaire, donc tu peux faire des liaisons hydrogènes. Ici, ce serait positif. Ici, ce serait polaire. Ici, ce serait non polaire. Mais le site de reconnaissance, donc ton site actif de ton enzyme, devrait avoir des acides aminés qui ont les propriétés qui sont complémentaires, qui permettent de faire les liaisons appropriées et aux bonnes positions. Donc, remarquez qu'en regardant ces groupements fonctionnels qui ont certaines propriétés, le site qui reconnaît A ne peut pas reconnaître B parce que ça se repousserait physiquement à cause des charges, mais aussi parce que polaire et non polaire ne s'attirent pas et donc ça ne fonctionnerait pas. Par contre, on voit que A peut bien rentrer dans le site de reconnaissance pour A, et B peut rentrer dans le site de reconnaissance pour B parce qu'ils ont les propriétés qui sont complémentaires, qui permettent de créer une attraction. Donc ici, ça serait la liaison hydrophobe, ici, ça serait la liaison hydrogène, effet hydrophobe. Et à cause de cela, tu vas avoir non seulement est-ce que l'enzyme va pouvoir reconnaître A et B, mais va pouvoir les orienter exactement de la bonne façon. Comment est-ce que ça les oriente de la bonne façon? Bien, ça fait que tu as des forces d'attraction qui positionnent chacun des substrats A et B dans le site actif. Et en faisant ça, ça favorise le fait que cette région-là
de tes deux molécules soient maintenant physiquement en contact dans exactement la bonne position pour que la réaction puisse se produire où il y a une liaison qui va se faire entre les deux. Parce que normalement, sans enzyme, tu aurais A qui flotte, B qui flotte, et comment est-ce qu'ils pourraient rentrer en contact exactement dans la bonne position? Ben, ça serait le hasard. Tandis que, donc je vais essayer d'illustrer ceci. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donne-moi une seconde. Copy, paste image. Copy, paste image. Donc, si tu vois, il pourrait rentrer en contact, mais s'il ne rentre pas en contact exactement de la bonne façon, donc exactement comme ceci, la réaction ne peut pas se produire. Donc, imaginez que ça flotte. Ils ont toutes de l'énergie cinétique, ils peuvent toutes flotter librement, ils peuvent changer d'orientation, mais s'ils ne rentrent pas physiquement en contact exactement de la bonne façon, ils ne vont pas réagir. Naturellement, c'est possible que certaines fois, tu as exactement la bonne orientation lorsqu'ils rentrent en collision, mais ceci est probablement très rare. Et c'est ça qui fait que ça prend du temps pour que la réaction puisse se produire. Parce qu'il faut que tu attendes que par hasard, les deux substrats A et B se rencontrent physiquement exactement avec la bonne orientation respective pour pouvoir former la liaison. Donc ça, ce serait la bonne orientation respective. Mais à l'aide d'une enzyme, tu vas baisser l'énergie minimum requise, donc la quantité d'énergie cinétique que les molécules doivent avoir pour que par hasard ils se rencontrent, en faisant en sorte que ça ne soit pas un hasard. Et pourquoi c'est pas un hasard? C'est parce que les forces d'attraction qu'il existe entre les groupements fonctionnels de tes substrats et les acides aminés de ton enzyme font en sorte qu'ils sont attirés. Et donc, juste si A se trouve par hasard à passer proche de l'enzyme, il va se faire attirer et rentrer dans le site actif exactement de la bonne façon, un petit peu comme une aimant qui attire une aimant de charge opposée. Et B, si elle flotte par hasard, elle va rentrer dans le site actif exactement au bon endroit. Et ça va faire en sorte que sans vraiment trop d'efforts, tu vas avoir exactement la bonne position de A et B pour que la réaction se produise. Et donc, ça va se faire beaucoup plus facilement, sans plus d'énergie apportée à cause de ces forces d'attraction avec l'enzyme. Et donc, la réaction va être catalysée. Naturellement, si tu as un substrat C qui a des groupements fonctionnels qui ne correspondent pas aux groupements nécessaires pour être reconnus par les acides aminés du site actif, la réaction ne se produira pas. Et donc si par exemple j'avais mis au lieu de B, ça va être C, et que C va être polaire, 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 ben polaire, polaire, polaire ne peut pas rentrer dans ton site actif qui est non polaire, polaire et négatif, parce que tu vois qu'il y a un manque de reconnaissance. Ici, tu vas peut-être reconnaître, ces deux-là vont peut-être se reconnaître, mais les deux autres ne vont pas vraiment se reconnaître, ils ne vont pas vraiment s'attirer. Et donc, ça va faire en sorte que le substrat C ne pourra pas rentrer dans le site actif et donc ne sera pas attaché à A. C'est seulement B qui peut être attaché à A dans ce contexte-ci. Maintenant, comme j'avais dit, ça c'est juste un schéma d'un site actif. Si on regarde à une enzyme, par exemple ici la lysozyme, donc encore un autre exemple d'une enzyme qui ne se termine pas en ase, la lysozyme, elle, va reconnaître son substrat qui est en rouge ici, parce que dans sa structure tertiaire, dans cette région-ci, que je vais mettre en rouge, dans cette région-ci, tu devrais avoir des acides aminés qui sont soit polaires, non polaires, chargés positivement, chargés négativement, qui vont pouvoir interagir avec certains groupements fonctionnels de ton substrat de façon spécifique à ce substrat, qui fait en sorte que le substrat peut rentrer dans le site actif et l'enzyme peut faire ce qu'elle fait normalement avec ce substrat. On va regarder un premier exemple d'une enzyme qu'on appelle l'exokinase. On va parler un peu plus de l'exokinase quand on va faire la respiration cellulaire. L'exokinase a un rôle où elle va phosphoryler, donc elle va rajouter un groupement phosphate au glucose dans une des étapes de la respiration cellulaire, de la glycolyse, que l'on va voir à la prochaine unité. Donc, remarquez qu'ici, tu as un OH, puis ici, tu as un phosphate. Le phosphate vient de où? Il vient de l'ATP.
Et tu as besoin de l'hexokinase pour pouvoir faire ça. Elle va reconnaître le glucose, elle va reconnaître l'ATP, les deux vont rentrer dans son site actif et vont être placés de la bonne façon pour que l'ATP, un des phosphates de l'ATP, soit transféré à ton glucose ici. Puis ensuite, éventuellement, les deux, dès qu'ils sont transformés, vont être relâchés parce qu'ils n'ont plus les mêmes propriétés physiques que les molécules de départ et vont être relâchés par l'enzyme et continuer leur chemin. Si on regarde ceci, ça serait notre hexokinase. Remarquez que c'est une protéine qui a une structure une structure tertiaire, mais qui a aussi plusieurs structures secondaires. Donc, on a des hélices en rouge, des feuillets en bleu, puis on a des structures indéfinies. Mais ça fait en sorte que juste dans cette région-ci, on a un site actif qui a les acides aminés suivants. Donc, si on regarde en position, l'acide aminé 204, l'acide aminé 205 et 169, l'acide aminé 168 et 256. Donc, dans la chaîne, ça, c'est leur position. À cause de la façon que la structure, elle est faite, la structure tertiaire, elle est faite, ces acides aminés sont proches l'un de l'autre, de façon très spécifique à être capable de faire des liaisons hydrogènes avec des groupements fonctionnels, donc groupement hydroxyle de ton glucose, donc ça c'est un glucose, pour être capable de reconnaître le glucose. Et si vous regardez la vidéo suivante, je vais mettre le lien sur le Classroom, vous pouvez voir comment ça fonctionne et comment l'ATP aussi est impliqué dans ce site actif. Mais remarquez que dans le site actif, c'est des forces intermoléculaires, ici des liaisons hydrogènes, à des endroits très spécifiques, avec des acides aminés très spécifiques, qui permettent de reconnaître le glucose et uniquement le glucose. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler le fonctionnement d'une enzyme? Donc, comment est-ce qu'on peut faire qu'une enzyme fonctionne plus ou moins, dépendant de nos besoins? Bien, ça peut se faire à l'aide de ce qu'on appelle des inhibiteurs. Les inhibiteurs, eux, vont, comme le mot indique, inhiber le fonctionnement de l'enzyme et faire que l'enzyme ne fonctionne plus. Donc, quand ça va le faire, comment est-ce que ça va le faire? Ça va le faire de deux façons. Ça peut être compétitif ou incompétitif. Si c'est compétitif, ça veut dire que l'inhibiteur va se mettre dans le site actif et faire en sorte que ça bloque l'accès à ton substrat. Donc, le substrat ne peut pas être reconnu. Ou ça peut être incompétitif, puis ça va faire en sorte que la forme tridimensionnelle de l'enzyme va changer, donc sa structure tertiaire. Donc, voici un schéma qui montre un inhibiteur compétitif. L'inhibiteur se lie dans le site actif. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir être reconnu, mais il bloque quand même le site actif et empêche le substrat de se lier. Tandis qu'un inhibiteur qui est incompétitif va se lier à une autre région de l'enzyme. Ça change sa structure tertiaire, ce qui va changer son site actif. Donc, ça va changer la position des acides aminés dans le site actif et faire en sorte qu'il n'y aura plus une reconnaissance du substrat qui sera possible. Et donc, l'enzyme va arrêter de fonctionner. Maintenant, ça peut être permanent comme ça peut être temporaire. Normalement, biologiquement, on veut que nos inhibiteurs soient temporaires, donc liés par des forces intermoléculaires, donc liaison hydrogène, effet hydrophobe ou des charges, parce qu'on veut que l'inhibiteur puisse s'enlever dépendant du besoin de l'utilisation de l'enzyme. Mais il y a certaines toxines qui sont des inhibiteurs qui, eux, sont permanents et font que l'enzyme ne peut plus fonctionner jamais parce que l'inhibiteur se lie par des liaisons covalentes à cette enzyme et donc ne peuvent plus être détachés de l'enzyme après que la liaison covalente soit faite. Ça, c'est surtout des toxines qui sont produites par certains organismes vivants pour faire que les protéines ou les enzymes de leur compétiteur ou de l'organisme qu'ils essayent d'empoisonner pour diverses raisons ne puissent pas fonctionner. Donc, le compétiteur ou l'organisme qu'ils veulent, dans le fond, neutraliser, n'a plus d'enzymes fonctionnelles pour pouvoir survivre. On retrouve souvent ces inhibiteurs dans ce qu'on appelle la rétroaction inhibitrice. Donc, par exemple, il y a certaines synthèses, par exemple, d'acides aminés qui nécessitent plusieurs étapes avant de faire l'acide aminé en question. Donc, les acides aminés, rappelez-vous, c'est nécessaire pour faire les protéines. Mais si on a assez d'un acide aminé de présent dans ton système, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Donc, ça serait
une dépense d'énergie qui est inutile de faire plus d'acide aminé d'un certain acide aminé si tu en as déjà assez. Et donc, si ça, c'est l'acide aminé, et pour le produire, tu as besoin de suivre une séquence de réactions pour arriver à l'acide aminé que tu as besoin, tu vas avoir une série d'enzymes qui vont catalyser chacune des réactions. Tu peux inhiber l'action d'une enzyme pour essayer de contrôler la quantité de l'acide aminé que tu vas produire à la fin. Donc, si tu en as besoin, l'inhibiteur se détache de l'enzyme 1, la réaction peut se faire en chaîne. Tandis que si tu as déjà trop de cet acide aminé, l'acide aminé lui-même va agir comme inhibiteur à ton enzyme et faire en sorte que l'enzyme ne catalyse pas la première réaction et donc tu ne produiras pas C, produiras pas D, produiras pas E, produiras pas F parce que tu as déjà assez de F. C'est pour ça que F contrôle sa propre production. Mais éventuellement, F va être utilisé pour faire des protéines et la concentration de F, donc cet acide aminé, va diminuer. Et si elle diminue trop, elle va se détacher de l'enzyme parce qu'elle va être utilisée pour faire des protéines. Et en se détachant de l'enzyme, la réaction A qui donne B peut maintenant être catalysée, qui va permettre de faire C, D, E, F et augmenter la concentration de F. Et donc, l'utilisation des inhibiteurs, c'est pas toujours pour tuer un autre organisme compétiteur. Dans notre corps, il y a plusieurs exemples d'enzymes qui sont contrôlés par des inhibiteurs, puis des fois, c'est par la propre molécule qu'ils aident à faire, mais des fois, ça peut être d'autres molécules qui contrôlent l'enzyme, mais dans le but de contrôler les réactions pour ne pas perdre de l'énergie pour rien. Si on a déjà assez de F, on n'a pas besoin de faire plus de F, et donc on peut inhiber l'action des enzymes pour contrôler la quantité de F dans l'organisme. Maintenant, comme je vous ai dit, les inhibitions, la rétroaction inhibitrice, par exemple, ça c'est juste un schéma qui le montre. Donc, imagine que la réaction se fait où le substrat se fait catalyser par l'enzyme 1 pour donner un intermédiaire qui est catalysé par l'enzyme 2 qui ensuite donne un produit final. Si tu as déjà beaucoup de produits finaux, le produit final peut bloquer l'enzyme de façon temporaire, donc c'est pas permanent, jusqu'à temps que le produit final, il n'y en a pas assez, il va être utilisé, il se détache et la chaîne recommence à nouveau. La dernière chose que je veux voir avant qu'on termine, ce serait de l'influence de la température et du pH. Maintenant, les enzymes sont des protéines, puis comme je vous ai dit, des protéines, ça forme une structure secondaire, tertiaire et quaternaire par des liaisons intermoléculaires. Et comme on avait discuté avec les protéines peuvent être dénaturées. Les enzymes peuvent aussi être dénaturées. Puis la dénaturation, c'est ce qui arrive lorsque les forces intermoléculaires entre les acides aminés est brisée. Et donc, la structure tertiaire, quaternaire et ou secondaire peuvent être défaites. Et qu'est-ce qui pourrait dénaturer? Bien, la température peut dénaturer, puis le pH peut dénaturer. Parce que la température peut faire en sorte que les molécules aient beaucoup d'énergie cinétique, puis ça brise les liaisons intermoléculaires qui sont faibles. Mais il y a aussi l'effet de la température, le pH, qui lui va avoir un effet différent. Le pH peut influencer les forces intermoléculaires. Comme par exemple, le pH peut faire en sorte que des charges positives et négatives qui forment des interactions soient dérangées, défaites et neutralisées par la concentration des ions H+, qui augmente le pH. Et donc, dépendant de où l'enzyme se trouve et accomplit sa fonction, il faut s'assurer que la température et le pH soient spécifiques au bon fonctionnement de l'enzyme, c'est-à-dire soient spécifiques à la bonne structure tertiaire et quaternaire de l'enzyme et des liaisons intermoléculaires entre les bons acides aminés. Si on regarde par exemple la vitesse de réaction catalysée par une enzyme, on remarque que l'enzyme est le plus efficace dans notre corps à des températures autour de 37 degrés Celsius, ce qui est quand même pas un hasard, parce que c'est autour de cette température que notre corps se trouve à normalement. Donc, c'est logique que les enzymes que l'on retrouve dans nos cellules, donc à 37 degrés Celsius, sont le plus efficaces, où les réactions se font le plus rapidement à cette température. Ça veut donc dire que si tu
chauffe un organisme vivant dépasser cette température, tu peux faire en sorte que l'enzyme, sa structure tertiaire ou quaternaire change, et ça pourrait faire que sa fonction diminue et donc qu'elle est moins efficace à catalyser la réaction ou pas du tout efficace parce que tu l'as complètement dénaturé. Maintenant, dans notre corps, on a des parties de notre corps où le pH va être plus bas que d'autres. Donc, par exemple, la trypsine, qui est une enzyme que l'on va retrouver dans notre système digestif, mais dans une partie de ton tube digestif où le pH va être plus alcalin, donc plus vers des conditions basiques, donc au-dessus de 7. La trypsine, ça va donc être une enzyme qui a une meilleure efficacité à des pH supérieurs à 7, donc autour d'à peu près 8. Puis ça, c'est parce que l'environnement dans lequel elle doit accomplir sa fonction est un environnement dans ton système digestif où le pH est plus autour de 8 et que ça fait donc que cette enzyme fonctionne mieux à ce pH-là. Donc, ces acides aminés sont liés aux bons endroits à ce pH. Tandis que la pepsine, elle, que l'on retrouve à l'intérieur de ton estomac, dans lequel il y a des acides gastriques, donc des sucs gastriques, où le pH est autour de 2, cette enzyme fonctionne beaucoup mieux dans un pH de 2 dans l'estomac parce que c'est là où elle accomplit normalement sa fonction digestive. Et donc, si tu la sors de cet environnement dans un pH supérieur à 7, supérieur à 2, elle ne pourra plus fonctionner.